Ouvre immédiatement cette porte, espèce d'abruti. J'essayais de faire abstraction de cette voix désincarnée qui émanait de l'autre côté de la porte de la chambre d'hôtel, préférant me concentrer sur mon moment passionné avec Evie. Cependant, le cri strident finit par briser ma concentration. J'ai jeté un coup d'œil à Evie, remarquant la tristesse et le dégoût dans ses yeux avant qu'elle ne lâche enfin des jurons. Ne pouvait-elle pas nous accorder quelques minutes de plus? J'y étais presque. Maintenant, tu as ma dette, compris? Je comprends. Je t'assure que je te dédommagerai. Je te suis déjà immensément reconnaissant pour tout ton soutien, et je suis bien conscient que je te devrai encore plus pour ce qui va se passer. Tu t'es révélé être une amie extraordinaire et une amante incroyable, ai-je remarqué en sortant du lit et en enfilant mon caleçon, tandis que les coups à la porte et les hurlements persistaient. Tu es prête? Evie a acquiescé, remontant la couverture jusqu'au menton pour dissimuler sa nudité. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, j'ai attrapé ma femme frénétique et je l'ai tirée dans la pièce, momentanément surpris par la force et la rapidité de mon propre geste. Machie s'est finalement tue jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Evie, allongée sur le lit. Jusqu'à cet instant, elle aurait décrit Evie comme sa plus chère amie. Toi. Ma femme a hurlé à Evie, puis a tourné son regard vers moi. Toi, mais qu'est-ce que tu crois faire? Quelle est cette absurdité dans laquelle vous vous engagez toutes les deux? Mon mari. Ma meilleure amie. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, tous les deux? Eh bien, avant que tu ne nous interrompes avec tes hurlements de marché, tout allait très bien, ai-je répondu avec légèreté, un sourire aux lèvres en regardant ma femme irritée et échevelée. Pendant un bref instant, la pièce n'a été remplie que par la respiration haletante de Machie. J'ai alors réalisé que j'avais raison de penser qu'elle devrait vraiment envisager d'améliorer sa condition cardiovasculaire si un simple coup à la porte pouvait la laisser essouffler de la sorte. Machie s'est jetée sur moi et a balancé son poing droit vers mon visage. Anticipant le geste, j'ai attrapé son poignet de ma main gauche, le serrant fermement et exerçant une pression sur les os de sa paume. L'expérience m'avait appris que presser la main de cette manière provoque une douleur atroce. Aïe! Elle s'est écriée alors que je relâchais son poignet, le serrant rapidement contre sa poitrine. Qu'est-ce que vous croyez faire, toutes les deux? A-t-elle crié à nouveau. Je n'avais jamais subi de réprimande de la part de ma femme auparavant, alors l'entendre à nouveau a confirmé qu'elle était vraiment sérieuse et clairement insensible à mes paroles précédentes. Néanmoins, je ne voyais aucune raison de les répéter. Au lieu de cela, je me suis approché du minibar, en récupérant 2 bouteilles d'eau. Revenant au lit, j'en ai tendu une à Evie, qui a exprimé sa gratitude et s'est redressée, s'appuyant contre la tête de lit tout en utilisant encore le drap pour se couvrir. J'ai dévissé le bouchon de la bouteille que je tenais et j'ai pris une gorgée. Oh, pardonnez mon manque de manière. Voudrais-tu une bouteille, Machie? Ai-je demandé calmement, reprenant encore mon souffle. Machie m'a regardé comme si j'avais perdu toute raison. Ses yeux ont balayé mon visage, puis la bouteille d'eau dans ma main, puis de nouveau mon visage. Espèce de scélérat perfide. Je vais te tuer. Je vais te sectionner les parties. Je crois que le plaisir est terminé pour aujourd'hui. Je vais m'habiller et partir, a interrompu Evie. Appelle-moi. La dernière remarque d'Evie n'était pas une question, mais une déclaration. Machie a regardé son ami, la bouche bée. Tais-toi, toi. Espèce de garce infidèle, voleuse de mari. Comment as-tu pu me faire ça? Machie a hurlé. Evie lui a adressé ce qui m'a semblé être un sourire méprisant, mais est restée silencieuse. Elle s'est levée du lit et a commencé à s'habiller. Je pensais que nous étions des amis inséparables. Comment as-tu pu me trahir de cette façon? A crié Machie. Evie n'a pas répondu, se contentant de pincer les lèvres et de me regarder intensément. Je n'étais pas certain que Machie ait observé ce regard. Dès qu'Evie est sortie, Machie n'a pas tardé à déchaîner sa colère, tout en maintenant une distance physique, se souvenant probablement de ma poigne ferme plus tôt. Elle m'a réprimandé pendant de bonnes minutes avant que le mot divorce ne s'échappe finalement de ses lèvres. Divorce? Peu importe, ai-je murmuré doucement en commençant à m'habiller. Sa respiration haletante persistait, et je ne pouvais vraiment pas dire si elle bavait ou non. Son regard était perçant, comme des rayons laser. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? A balbutié Machie. Environ 2 mois. On l'a fait peut-être 6 ou 8 fois. Elle est complètement hors de contrôle. Ai-je interrompu? Ce n'est qu'une traînée de bas étage issue des bidonvilles.
Machi a hurlé en réponse. C'était ma meilleure amie. Comment avez-vous pu me faire ça, tous les deux? Comment n'ai-je rien réalisé jusqu'à ce que ça arrive à ce point? J'avais une réponse directe à cette question, mais j'ai choisi de me taire en continuant à m'habiller. Tu rentres à la maison ou tu retournes au travail? A demandé Machi, en regardant l'heure. Je retourne au travail, comme d'habitude. Je ne laisse pas ma vie personnelle interférer avec mes engagements professionnels, ai-je déclaré. Mon patron mérite mon dévouement le plus total et rien de moins. Il ne me viendrait pas à l'esprit de lui donner autre chose que le meilleur de moi-même. Mais tu vas essayer de m'arnaquer, espèce d'enfoiré de menteur. Grogna-t-elle. C'est loin d'être fini. Prépare-toi à l'enfer quand tu rentreras à la maison. Je me tenais près de la porte, la maintenant ouverte pour elle, lui signifiant qu'elle devait partir avant moi. Je n'étais pas assez naïf pour la laisser ranger ou trafiquer quoi que ce soit dans la pièce avant son départ. J'avais eu une journée très productive au travail, ce qui n'était pas une surprise. Vers la fin de la journée, j'ai parlé à mon supérieur et l'ai informé de la situation de mon mariage, lui indiquant que j'aurais peut-être besoin de quelques jours de congé personnel dans les semaines à venir. John Muir était un patron exceptionnel. Il a fait preuve de compréhension, a compati à ma situation et m'a donné une tape réconfortante sur l'épaule en sortant de son bureau. Quand je suis rentré à la maison, Machi m'a informé qu'elle avait commandé des pizzas pour le dîner et m'a suggéré de monter me changer et de mettre quelque chose de plus confortable, car elle prévoyait que la conversation ne serait pas agréable. J'ai remarqué qu'elle paraissait beaucoup plus calme que plus tôt dans la journée. Les larmes ont commencé à couler peu après que nous nous soyons assis à la table de la cuisine. Elle avait toujours été une personne émotive, et c'était sans aucun doute une situation exceptionnellement émotive. Elle a rapidement commencé à douter que je l'aime réellement, que je la respecte ou que je possède une quelconque boussole morale. Elle a souligné que nos 5 ans de mariage, nos 7 ans de vie commune et nos projets de fonder une famille dans 1 an ou 2 étaient désormais menacés à cause de mes actions. Tu es une vraie ordure. Je ne pourrai peut-être plus jamais te faire confiance, dit-elle furieusement. T'es-tu seulement imaginé que tu serais pris? Machi n'a pas touché une seule part de pizza dans son assiette et n'a pris que quelques gorgées de vin rouge. J'étais en train de finir ma 2e part de pizza et venais de prendre une gorgée de bière. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour ne pas me faire prendre, répondis-je honnêtement. À vrai dire, j'étais un peu déçu que tu aies mis autant de temps, bien que je doive admettre que c'était divertissant tant que ça a duré. Tout s'est effondré quand elle a projeté son vin sur son assiette, des gouttelettes de salive volant alors qu'elle criait « Attends. Quoi? Tu voulais te faire prendre? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi voudrais-tu ça? » hurla-t-elle, sa voix rauque et stridente. Je n'avais pas vraiment envie de me faire prendre, mais enfin, nous n'étions pas particulièrement prudents. Pas aussi prudents que tu as essayé de l'être. Ça n'avait pas vraiment d'importance au final, remarquai-je d'un ton détaché. Je n'ai pas tressailli, même quand le vin a éclaboussé la table. Ce n'était pas ça le problème. Elle essaya de parler, mais les 2 premières tentatives se soldèrent par un charabia incompréhensible. Finalement, toi. Tu savais. Tu savais que je trompais, et tu n'as jamais dit un mot, murmura-t-elle. Ouais, ça faisait partie de ma stratégie. Je me suis dit que j'allais me préparer un peu avant de me mettre à casser les noix. Expliquai-je. Tu ne pouvais pas te séparer de ton amant, donc ça n'aurait rien changé à mes plans. De toute façon, j'ai décidé que ce qui est bon pour loi. Elle avait l'air complètement choquée. J'ai observé 14 émotions différentes traverser son visage. Je m'attendais presque à ce que le mot tilt clignote dans ses yeux. Depuis combien de temps le sais-tu? Qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, laisse tomber. J'imagine que tu t'en es déjà occupé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, se levant finalement et rangeant son côté de la table. Non, je n'ai réussi à accomplir que la moitié de ce que j'avais prévu. Le reste sera réglé demain quand tu recevras officiellement les papiers du divorce, répondis-je. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'est soudainement mise à pleurer. Elle devait bien savoir que ça allait arriver. Il y a longtemps, nous avons approfondi le concept de fidélité conjugale et ce que cela signifiait pour chacun de nous. Je suis vraiment désolé, Roger. Je ne veux pas divorcer. Et qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je fasse en te surprenant? Interrompis-je. Elle croisa mon regard avec une expression qui semblait absente et lointaine. C'était remarquable la rapidité avec laquelle les circonstances ont changé une fois les rôles inversés.
Dès que je suis arrivé à la maison et que j'ai ouvert la porte du garage, j'ai réalisé que ma vie s'était transformée en un terrible cliché. Je suis rentré un jour plus tôt d'un voyage d'affaires et j'ai été confronté à une voiture dans le garage que je ne reconnaissais pas. Merde, merde, merde. La seule lumière que j'ai observée en m'approchant de la maison était celle que nous appelions autrefois la lampe de chevet dans notre chambre. Étant donné qu'aucune autre lumière ne s'est allumée lorsque la porte du garage s'est ouverte, j'ai supposé que personne ne l'avait entendue, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule possibilité. Précisément ce que je craignais était en train de se produire. La radio jouait dans la chambre, accompagnée de ma femme et de son visiteur. Quand ma femme est lancée, elle est plutôt expressive, un trait qui m'excitait autrefois profondément. Cette fois, cependant, cela me laissa froid. Bien que je ne sois pas un ninja, j'ai réussi à monter les escaliers avec le plus grand silence. À vrai dire, j'aurais pu porter des bottes de travail et ne produire aucun son détectable pour eux. Ma femme dépassait son volume habituel ce soir-là. À peine avais-je franchi le seuil de la maison et approché notre chambre, que des gémissements, des grognements, des couinements, des pleurnichements et un cri aigu de satisfaction suprême ont attiré mon attention. Je n'ai pas jeté un simple coup d'œil à l'intérieur. J'ai récupéré mon téléphone et capturé plusieurs vidéos, y compris les moments de son orgasme et du sien, ce dernier se terminant par un grognement. J'ai sérieusement envisagé de saisir l'un de mes grands couteaux à découper, ou peut-être le couperais, en traversant la cuisine depuis le garage, mais j'ai décidé que mon ex-future femme ne valait pas un séjour en prison. De plus, en montant les escaliers et en écoutant le bruit qui montait, j'ai eu la forte impression qu'il ne s'agissait pas de leur première rencontre. Non seulement sa voiture était garée dans le garage, mais le rythme et la familiarité de leur intimité ne semblaient pas sauvages ou impulsifs, comme je l'aurais peut-être imaginé pour une aventure naissante. Non, malgré les manifestations vocales de ma femme, tout cela semblait trop répété, trop habituel. Dans mon esprit, notre lien était irrémédiablement rompu, que ce soit leur première fois ou la 100e. Je suppose que mon fragile ego masculin cherchait encore des réponses à certaines questions, la principale étant de savoir pourquoi je pensais que nous avions un mariage formidable, une connexion profonde, et que le sexe était apparemment incroyable et abondant. Qu'est-ce qui avait bien pu mal tourner? On dit que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Pourtant, en descendant les escaliers ce soir-là, j'affirmerais que le contraire de l'amour est la fureur. Une fureur silencieuse et implacable. Une fois de plus, je me suis surpris à contempler le couteau de boucher qui se trouvait dans le tiroir de la cuisine. Je n'étais ni ignorant ni trop confiant. J'étais bien conscient que Machi était une femme séduisante qui attirait probablement l'attention des hommes partout où elle allait. Elle arborait une crinière luxuriante de boucles châtain foncé tombant en cascade jusqu'à ses épaules, des yeux bleus vifs et des fossettes sur ses joues, le tout complété par le physique mince et agile d'une coureuse. Elle était intelligente, cultivée et séductrice, des traits qui entraînaient parfois des complications, car certains hommes interprétaient son caractère enjoué comme étant destiné uniquement à eux, ce qui nécessitait mes interventions occasionnelles dans des situations embarrassantes. Bien que je ne sois pas aussi naïf qu'elle pouvait l'être, je ne me percevais pas non plus comme déficient de quelque manière que ce soit. Contrairement à certains hommes mariés à des femmes magnifiques, je n'ai jamais eu l'impression qu'elle était hors de ma portée. J'étais ingénieur-concepteur, de nature réfléchie, et je gagnais un revenu confortable en travaillant pour une entreprise aérospatiale nationale. Je n'étais pas particulièrement impressionné par l'homme en bonne forme physique avec lequel Machi avait choisi de me trahir. Je mesurais un m85, pesais environ 90 kg et maintenais une bonne condition physique. Cet individu ne semblait pas dépasser les 70 kg et mesurait à peu près la même taille que moi. Il possédait le physique élancé d'un coureur, et je me demandais si ma femme ne l'avait pas rencontré dans son cercle de course à pied. Bien que personne ne considère Waffle House comme faisant partie des chaînes de restaurants les plus prestigieuses, à mon avis, cela reste un endroit fiable pour un petit déjeuner copieux presque à toute heure. Je me suis offert une gaufre belge, me complaisant dans l'apitoiement sur mon sort et réfléchissant au paysage de mon futur célibat. Il me semblait que les 5 dernières années de ma vie avaient été complètement gaspillées. Au moment où j'ai quitté Waffle House, l'horloge avait largement dépassé minuit. Pendant quelques heures agitées, j'ai cherché refuge dans ma voiture pour dormir un peu, puis je me suis rendu au travail et j'ai passé des heures supplémentaires à essayer de rester discret. Bien que ce soit un samedi, un jour de congé pour moi, j'ai enfilé mes vêtements froissés, j'ai pris un repas satisfaisant et je suis rentré chez moi, me garant dans mon espace de garage habituel à peu près au moment où je serais revenu si j'avais respecté mon plan de voyage initial. Compte tenu de ce que je savais maintenant,
il fallait toute ma force de volonté pour ne pas lui crier dessus, ni même tressaillir lorsqu'elle s'est approchée et m'a embrassé, me saluant avec enthousiasme comme si rien n'avait changé. Néanmoins, ce soir-là, il n'y a pas eu d'intimité de bienvenue à la maison habituelle, car j'ai refusé, invoquant un soi-disant malaise. Pourtant, j'ai été complètement stupéfait par son attitude apparemment impassible ce soir-là et tout au long du dimanche suivant. Il n'y avait aucun moyen pour moi de déterminer combien de fois elle avait été avec son amant pendant le week-end, mais si je n'avais pas été témoin de leur interaction de première main, j'aurais été totalement inconscient de ses talents d'actrice. Meryl Streep ne lui arrivait pas à la cheville. Quelques jours plus tard, je l'ai informé que j'avais un autre voyage prévu dans 2 semaines. Cette déclaration était totalement infondée, mais elle m'a permis de mener une petite enquête secrète. Faisant semblant de partir comme d'habitude ce mercredi, je me suis plutôt installé dans un hôtel dans une ville voisine. Pendant que Machi était occupée au travail, j'ai positionné une paire de caméras vidéo compactes autour de notre maison. L'une était dirigée directement sur notre lit, tandis que l'autre était placée à l'entrée. Mercredi soir, j'étais tapi dans ma chambre d'hôtel, observant l'amant de ma femme entrer dans le garage et se garer à ma place habituelle. Bien que je m'y sois préparé, cette scène me causa quand même un haut le cœur. Je m'abstins de visionner les enregistrements des caméras de la chambre. Je savais déjà ce qu'elles montreraient. Je me contentais donc de vérifier que les deux ne quittèrent pas la maison, de son arrivée mercredi soir à son départ tôt samedi matin. Je me demandais s'il se livrait à de telles parties de jambes en l'air chaque fois que je m'absentais et depuis combien de temps cette trahison durait. Cette révélation ne changerait pas mes intentions, mais j'étais animé, avec un besoin irrépressible, de découvrir la vérité. Vous comprenez, le fragile ego masculin et tout ce qu'il implique. Pendant les 2 jours où je me suis cloîtré dans cet hôtel, je me suis tenu occupé. Machi, étant celle qui gère les finances de notre foyer, ignorait que j'avais déjà séparé nos comptes et limité les plafonds des cartes de crédit. Je suis sorti de l'hôtel brièvement pour rencontrer mon avocate et la persuader de commencer à rédiger les documents de divorce. Cependant, avant qu'elle ne les signifie à ma femme, je résolus de mettre au point ma propre vengeance. J'étais bien conscient que cela n'améliorerait pas ma moralité, mais bon sang, j'avais l'intention de régler mes comptes avec ma conjointe perfide et déloyale. Au diable le respect de cette mentalité de gentil garçon. Ce personnage était mort et enterré. Il ne restait plus qu'un individu aux scrupules douteux. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'étais pas un ermite, et au fil des ans, j'avais reçu un certain nombre de compliments. Je n'y avais jamais donné suite, car mon bonheur conjugal et ma foi en mes vœux me suffisaient. Mais, encore une fois, je réalisais maintenant à quel point cela avait fait de moi un imbécile. Assez joué l'imbécile. Si une femme attirante désirait une intimité, j'étais partant. À moins qu'elle ne soit manifestement repoussante, j'étais partant. Je n'allais pas attendre des rencontres fortuites. J'allais les provoquer. Il me semblait indéniablement répréhensible d'envisager de trouver une partenaire sexuelle lors de mon prochain voyage d'affaires dans 3 semaines. Pourtant, simultanément, cette notion était exaltante, voire stimulante. Je commençais à me demander si cet attrait pouvait en partie expliquer les agissements de ma femme. Si elle trouvait une certaine satisfaction dans l'infidélité, il devait y avoir une raison. Une catégorie de femmes qui était absolument hors de question pour moi incluait celle qui arborait une bague à l'annulaire gauche. Aussi furieux que je sois contre ma femme, je n'allais pas infliger à un autre homme la trahison que j'avais subie. Jeudi soir, mes efforts pour trouver quelqu'un se sont avérés vains. Cependant, vendredi soir, j'ai eu un coup de chance en rencontrant une secrétaire séduisante qui buvait et dansait avec un groupe d'amis. Nous avons discuté et dansé pendant des heures, et lorsque je l'ai invitée à prendre un verre chez moi, elle n'a pas hésité à accepter. Cette première expérience avec une nouvelle partenaire en près de 8 ans fut une sorte de réveil, bien que je ne la qualifierais pas de transformative, ni même d'extraordinaire. C'était agréable, c'était satisfaisant. Cela tenait en grande partie au fait qu'elle était inconnue et différente de ma partenaire habituelle, ce qui ajoutait à l'attrait de l'interdit. Peut-être que j'analysais trop l'expérience et que j'aurais dû simplement savourer le moment. Je ne suis pas sûr. Agréable? Oui. Exceptionnel? Pas tout à fait. Sans la motivation de la vengeance, je doute que j'aurais pu être infidèle à la femme que j'aime simplement pour le plaisir d'une intimité occasionnelle. Peut-être que mes désirs n'étaient tout simplement pas assez puissants. Ou peut-être que je croyais sincèrement que mes vœux avaient un certain poids. Une importance que le simple désir ne pouvait éclipser. Apparemment, cependant, ma femme n'avait pas la même conviction.
Lors de mon déplacement professionnel suivant, j'ai renoué avec 2 des 3 femmes attirantes que j'avais croisées auparavant et j'ai trouvé les 2 rencontres enrichissantes. La première femme semblait avoir à peu près mon âge, ou du moins c'est mon estimation, et notre nuit ensemble n'a tourné qu'autour de la passion. Nous l'avons fait 2 fois, en expérimentant une demi-douzaine de positions, dont 2 qu'elle m'a fait découvrir. La nuit suivante a transcendé le purement physique. Cette femme, une quarantenaire exceptionnellement séduisante, avait une plus grande expérience et a rapidement senti que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Je lui ai confié mon récit désolant et elle m'a écouté avec une attention inébranlable. Elle aussi avait subi la trahison d'un conjoint infidèle dont elle avait fini par divorcer. Notre connexion était plus profonde et notre proximité à la fois consolante et émotionnellement résonnante. Cela m'a permis de mieux comprendre ce que ma femme avait pu ressentir, ce qui aurait encore exacerbé mon trouble intérieur si je n'avais pas déjà résolu de me séparer de cette tricheuse. Alison Wainwright m'a présenté quelques stratégies que je n'avais pas envisagées concernant mes plans de vengeance. La principale était la possibilité que j'ai besoin d'établir une communication plus poussée avec mon amante, un peu comme ma femme l'aurait fait avec le sien, si j'en crois les rumeurs. J'y ai réfléchi pendant quelques jours avant de passer ce que j'ai considéré comme un coup de téléphone plutôt inhabituel. Evelyn Levy Langston était la meilleure amie de ma femme depuis notre emménagement à Cincinnati, juste après avoir obtenu notre diplôme de l'Université d'État du Michigan. Evie et ma femme étaient toutes 2 membres du club Shakespeare local, et elles avaient rapidement tissé des liens étroits. Evie avait 1 an de plus que Machi et moi, et elle travaillait comme infirmière dans un cabinet médical. Elle aussi était divorcée. Evie était l'opposé de Machi. Elle avait de longs cheveux blonds, une poitrine plus généreuse, une silhouette plantureuse et de captivants yeux verts. Bien que moins extravertie, joyeuse ou aguicheuse, elle était intelligente et réfléchie. Lorsque j'ai suggéré un déjeuner, j'ai précisé que c'était pour organiser une surprise pour Machi, afin qu'elle n'en souffle mot à ma femme. Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant éloigné du lieu de travail de Machi. Je me suis installé au fond de la salle, et quand Evie est entrée, je l'ai vue sourire chaleureusement en s'approchant de ma table. Je me suis levé pour la saluer, et nous avons échangé une étreinte. Bien qu'elle fût avant tout la meilleure amie de Machi, Evie et moi avions également développé une amitié. J'étais sur le point de découvrir à quel point elle était profonde. Alors, quelle surprise concoctes-tu, a demandé Evie après que la serveuse ait pris nos commandes. J'ai sorti une photo de l'amant de Machi du dossier que j'avais apporté et je l'ai posée sur la table devant Evie. Elle a étouffé un petit cri, reculant légèrement, signe qu'elle reconnaissait au moins l'homme en question. Machi ? A-t-elle commencé. Ouais, c'est ce que je supposais, ai-je répondu, en m'efforçant de garder une voix calme et de ne pas laisser transparaître ma colère. Dis-moi la vérité. Qui est ce type? Evie semblait visiblement ébranlée. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir de la table. Oh, c'est Eric Johnston. C'est un ami de Machi de son groupe de course, a-t-elle murmuré à peine audible. Qu'est-ce que tu attends de moi? La respiration d'Evie s'est accélérée, et des perles de transpiration sont apparues sur son front malgré la climatisation parfaitement fraîche du restaurant. La vérité. Dis-moi simplement la vérité. Tout ce que tu sais. Parce que si je découvre que tu me caches quoi que ce soit, notre amitié est terminée. Et j'utiliserai tout le pouvoir dont je dispose pour te rendre la vie insupportable. Elle a essuyé ses paumes avec une serviette et a délicatement tamponné ses yeux. Il éprouve des sentiments pour ta femme. Et elle partage les mêmes sentiments pour lui. Elle me l'a avoué quand elle m'a confié qu'elle envisageait une liaison avec lui, a dit Evie à contre-cœur, en évitant mon regard. Je lui ai dit qu'elle était folle ne serait-ce que d'envisager de te trahir. Je l'ai prévenu que tu ne laisserais pas passer un tel acte. Les excuses ne répareraient rien. Tu sais que je t'adore, Roger. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a assuré qu'elle ne te trahirait pas. Je l'ai cru. Et pourtant, il semble que tu sois sur le point de me révéler qu'elle m'a trompé. C'était il y a des mois. J'ai hoché la tête avec tristesse. J'ai eu besoin d'une gorgée de vin pour apaiser ma gorge avant de pouvoir articuler. Elle me trompe depuis au moins ces derniers mois, ai-je murmuré férocement. Chaque fois que je suis absent, il vient chez moi et passe les jours suivants à baiser dans mon lit. Mon lit. Je ne sais pas s'ils se sont vus autrement. Cette femme perfide, s'est exclamée Evie. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a affirmé qu'elle ne te tromperait pas. Je l'ai cru. Je le regrette, Roger. J'aurais dû t'informer de ses intentions,
mais je lui ai fait confiance. Oui, elle a trahi ta confiance aussi, ai-je ajouté. Alors que dirais-tu qu'on trahisse la sienne toutes les deux? Pendant un bref instant, Evie a semblé perplexe jusqu'à ce que la réalisation l'atteigne. Tu irais vraiment jusque-là, a-t-elle demandé avec un ton taquin. Absolument. J'ai toujours cru que tu étais la dernière personne qui me trahirait. Je suis la dernière personne, ai-je déclaré. Mais je ne considère pas ça comme une trahison parce que mon mariage s'est terminé à l'instant où je les ai vus dans mon lit. Tu les as découverts? Attends, je pensais que tu ignorais son identité, a-t-elle répondu. Je les ai découverts. Ils étaient trop occupés pour remarquer ma présence, et je n'avais aucune envie de les interrompre. À ce moment-là, mon mariage était terminé, et je craignais que si j'agissais, je ne puisse pas m'empêcher de lui faire beaucoup de mal. C'est une créature diminutive, et j'étais profondément en colère, mais je ne pouvais pas avoir recours à la violence physique contre elle. Pourtant, elle mérite d'avoir mal. Donc je dois être vraiment malveillant. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là. J'ai déjà eu quelques rendez-vous pendant mes précédentes missions, ai-je ajouté, mais j'ai constaté que les liaisons fugaces satisfont uniquement sur le plan physique, pas émotionnellement. Peut-être suis-je démodé. Au minimum, j'ai besoin d'un semblant de lien émotionnel. Je ne suis pas forcément à la recherche d'une nouvelle épouse, mais... J'ai haussé un sourcil et j'ai souri. Son visage s'illumina d'une lueur de reconnaissance, et elle m'adressa un sourire timide en retour. Si jamais l'occasion se présente de vous échapper de temps à autre, vous pourriez m'accompagner lors de mes voyages si vous le souhaitez. Avec le temps, nous commettrions inévitablement un faux pas et serions découverts, et c'est là que le véritable amusement commencerait, ai-je fait remarquer. Elle gloussa doucement, presque avec fantaisie, puis son expression devint grave. Je suis complètement perdu quant à ses motivations, Roger. Elle a professé à maintes reprises à quel point elle vous adorait. Et pourtant, elle a agi ainsi. Evie a déclaré, « Je suis désolé, mais en même temps, je ne renoncerai pas à l'opportunité d'être à vos côtés alors que vous exercez votre vengeance. Je comprends que vous ne cherchez pas un remplacement pour Machi. Nous ne sommes que deux compagnons en quête d'un peu de plaisir. Libre de tout engagement. Evie m'a accompagné lors de mon voyage suivant. Nous nous sommes offerts quelques expériences culinaires splendides, avons entrepris quelques escapades exploratoires, et avons passé 3 nuits, plus un matin, à savourer une intimité excessivement gratifiante, comme en témoignent ses cris. J'ai fait de mon mieux pour satisfaire ma nouvelle compagne au lit, et je crois qu'elle a tout donné pour égaler mon ardeur. Je dois avouer que cela n'avait rien à voir avec le sexe insipide que j'endure avec Machi ces derniers temps, mais je ne lui en impute pas toute la faute. Néanmoins, interagir avec une partenaire à la fois attentive et réceptive, une expérience que je n'avais pas vécue depuis un certain temps, m'a incité à participer plus activement à notre connexion. Je n'avais pas pleinement réalisé à quel point Machi et moi avions commencé à nous dévaloriser mutuellement dans l'aspect sexuel de notre relation jusqu'à ce que je commence à avoir des relations intimes avec d'autres femmes. Quand je repense au passé, je peux clairement identifier le moment où Machi a cessé d'investir des efforts dans notre relation physique. C'est arrivé environ 6 mois avant que je ne découvre son infidélité avec cet individu peu recommandable. Après quelques calculs, j'ai déduit que c'était probablement à ce moment-là que leur liaison avait commencé. Merci pour vos réflexions, Roger, m'a murmuré Evie alors que nous étions enlacés, la nuit de jeudi s'évanouissant après une rencontre exaltante et primale et une session subséquente d'intimité lente et réconfortante. Penses-tu que c'était une erreur, cette histoire entre nous? Ce n'était absolument pas une erreur, ma chérie. Honnêtement, ça me semble tellement juste que j'en suis étonné. Je ne ressens aucune culpabilité. Je devrais peut-être en ressentir. J'aurais peut-être dû. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé enveloppé d'un sentiment de tranquillité écrasant concernant ce qui s'était passé, parce que mon lien émotionnel avec Machi s'était dissipé. Au début, en découvrant sa trahison, j'étais consumé par la colère. Maintenant, cependant, il ne reste que l'effacement progressif de la tristesse vers l'indifférence. J'aimerais vraiment pouvoir comprendre les raisons de tout cela. Si j'avais fait une erreur, je voudrais comprendre où j'ai mal agi, ai-je dit. Son regard a croisé le mien avec intensité. Non. Leur regard pénétrant semblait plonger au plus profond de moi, comme s'il atteignait mon essence. Oui, je me souviens très bien d'avoir ressenti exactement la même chose quand John m'a trahi, a-t-elle répondu. Au début, je l'ai attribué à une faute de ma part, mais en vérité, le problème était entièrement la difficulté de John à renforcer son estime de soi. Il ne s'agissait que de sexe pour lui.
Il n'aimait pas la femme avec laquelle il m'a trompé plus qu'il ne m'aimait. Je ne pourrais jamais imaginer le tromper. Il ne m'aimait même pas autant que je l'aimais. Il a fallu un thérapeute pour clarifier que les gens expriment souvent l'amour de différentes manières. Peut-être devrais-je prendre rendez-vous avec votre thérapeute, ai-je remarqué en soupirant. Elle s'est penchée pour m'embrasser tendrement, et je lui ai rendu son baiser avec une égale ferveur. J'ai observé, un peu distraitement, que bien que j'ai initialement orchestré ces événements, je n'avais plus l'impression de contrôler la situation. Peut-être était-ce avantageux. La veille, nous nous étions enregistrés sous les pseudonymes de M et Madame Roger Finderson, et Evie avait remarqué que ce nom de famille lui plaisait. Ce jeudi soir, elle m'a demandé si elle avait rempli son rôle de manière adéquate dans nos escapades. Oh, oui, a été tout ce que j'ai réussi à articuler. Alors qu'Evie et moi montions à bord de l'avion samedi matin pour le vol de retour, elle marchait d'un pas quelque peu contraint. Elle a noté qu'elle n'avait pas eu une intimité aussi fréquente depuis son divorce il y a environ 18 mois. Elle s'est rendue à l'aéroport seule pour s'assurer que personne ne nous repérerait ensemble. Je l'ai escortée jusqu'à sa voiture dans la zone de stationnement longue durée et lui ai déposé un doux baiser, sans trop me soucier si des observateurs pouvaient le remarquer. À en juger par son comportement, elle semblait légèrement penaude. Plus tard le même jour, en rentrant à la maison, Machi a également manifesté un certain malaise et n'a pas manifesté la même ferveur qu'elle avait autrefois envers moi. En fait, quand elle est devenue légèrement entreprenante, j'ai encore rejeté ses avances. Cette fois, je l'ai attribué à la fatigue. C'était un voyage éprouvant, des réunions interminables et monotones remplies de hochements de tête constants. On regarde quelque chose pour se vider la tête. On consomme ça demain soir, ai-je proposé. Je l'avoue, je me demandais lequel de nous deux avait le plus besoin de repos après mon week-end mouvementé avec Evie. Un bref examen des vidéos de surveillance a révélé qu'elle et Eric avaient été tout aussi occupés qu'Evie et moi. À bien y réfléchir, elle était probablement aussi épuisée que moi. Ça te dirait que j'invite Evie à dîner demain, a demandé Machi. J'ai été très occupé ces derniers temps, et on ne s'est pas vu depuis un moment. J'ai failli m'étrangler et sortir ma blague habituelle sur les poils de ma nuque qui se hérissent. Bien sûr, c'est une idée géniale. Dis-lui de porter un short moulant, ai-je dit, en faisant un clin d'œil malicieux. T'es vraiment un dégénéré, a répondu Machi avec un sourire narquois. Heureusement qu'elle te connaît, sinon elle pourrait mal le prendre. Tu sais quoi? Je vais lui répéter exactement ce que tu as dit. J'ai souri intérieurement en attirant Machi vers moi sur le canapé, mes mains se posant doucement sur sa poitrine. Après les événements de la semaine passée, j'avais commencé à considérer son corps comme quelque chose qui appartenait désormais à Eric, et j'avais l'impression de ne le lui emprunter que pour un temps. Pour mes 2 voyages suivants, Evie a repris son rôle de Madame Roger Finderson. Étonnamment, nous avons tous les deux été surpris de voir à quel point nous nous entendions bien en dehors de la chambre à coucher. Si nous nous attendions tous les deux à ce que l'intimité soit agréable, et que nous ayons fonctionné initialement comme des amants, aucun de nous n'avait prévu à quel point notre connexion serait forte dans nos interactions quotidiennes. Comment ai-je pu ne pas réaliser que tu étais un type aussi formidable, m'a demandé Evie un soir, pendant le dîner. Je savais que tu étais un homme bien, mais je n'avais aucune idée que tu étais à ce point incroyable. Tu comprends ce que je veux dire? Il s'est avéré que oui, et je l'en ai informé. Notre lien s'était initialement formé à cause de Machi, et nous étions tous les deux trop intègres pour aller au-delà de ça. Il y avait des limites claires, et nous les respections tous les deux jusqu'à ce que Machi cesse de s'en soucier. D'une certaine manière, je suis content d'avoir eu l'occasion de mieux te connaître. Ça va me manquer quand ce sera fini, ai-je déclaré. Elle a timidement hoché la tête en signe d'accord, en répondant « Oui, moi aussi ». Il était temps d'informer Machi de ma liaison et de découvrir ce qu'elle ressentait à l'idée d'être la victime d'une trahison. La stratégie impliquait que quelqu'un nous surprenne Evie et moi en train de profiter d'un agréable déjeuner ensemble, après quoi nous nous dirigerions vers un hôtel pour le dessert. En supposant, bien sûr, que quelqu'un rapporte la nouvelle à ma femme de ce qu'il avait vu et de l'endroit où nous allions. Nous avons délibérément rendu la chose aussi simple que possible en déjeunant à une courte distance de notre hôtel, ce qui nous a permis de nous y rendre en nous promenant main dans la main. Evie savait très bien qui recruter pour notre petite mise en scène. Kristen Gentry était une amie de Machi, et Evie pensait qu'elle serait au téléphone avec Machi quelques instants après nous avoir aperçus. Kristen était également une commère exceptionnelle, elle contacterait donc presque certainement tout ce qu'elle connaissait immédiatement après avoir parlé avec ma femme. Si ça te cause des ennuis injustifiés, ai-je commencé. Pas du tout.
Je m'adresserai directement à Kristen et je présenterai notre version officielle, a expliqué Evie peu après que Machie nous ait découvert. Kristen sera stupéfaite quand je l'informerai que notre liaison a commencé parce que Machie sortait avec Eric Johnston. Bien sûr, il y a une chance que je subisse quelques retombées, mais ça en vaut la peine pour toi. Tu es un ami formidable. Merci, ai-je répondu. Elle m'a adressé un sourire qui m'a semblé un peu mélancolique. Je lui devais énormément. Je n'étais pas certain de pouvoir un jour rembourser complètement cette dette. J'imagine que tu ne pensais pas que j'allais te coincer, a dit Machie. On se rencontrait seulement quand tu étais en déplacement, et on ne sortait jamais de la maison. Alors, comment as-tu découvert ça? J'ai souri et j'ai secoué la tête tristement. Peut-être avais-je imaginé qu'elle tomberait à genoux et supplierait pardon, mais il ne semblait pas qu'elle était particulièrement désireuse de le faire. Il y a quelques mois, je suis rentré à la maison un jour plus tôt que prévu et je vous ai trouvé, toi et Eric, en train de faire l'amour avec ferveur. Sur notre lit, ai-je ajouté. Vous étiez tellement absorbés, et tes vocalises étaient si intenses que j'aurais probablement pu déclencher une explosion et vous ne vous en seriez pas rendu compte. Aucun de vous deux n'avait la moindre idée que j'étais là à observer pendant un certain temps. J'en ai même filmé une partie, ai-je révélé. Elle a tressailli quand j'ai mentionné la vidéo. J'ai souri. 2 semaines plus tard, j'en ai enregistré plusieurs autres. Je t'ai dit que j'avais un autre voyage de prévu. Mais ce n'était pas exact. J'ai mis en place un scénario pour déterminer s'il s'agissait d'une erreur unique, et tu as confirmé que ce n'était pas le cas. Mais pourquoi ne m'as-tu pas confronté immédiatement? Peut-être que tu aimais le spectacle, a-t-elle demandé, un sourire narquois traversant son visage. Difficilement, ma chérie, ai-je grogné. Je voyais bien que ça durait depuis un certain temps, alors vous arrêter n'aurait pas fait grande différence. Au lieu de ça, j'ai rassemblé les preuves dont j'avais besoin et j'ai élaboré une meilleure vengeance. Une vengeance qui, je dois l'admettre, m'a rendu un peu dérangé au passage. C'est alors que j'ai décidé d'approcher Evie et de lui demander si elle voulait participer à mon petit plan de vengeance. C'est une belle femme et une adultère, a hurlé Machie. Je ne suis absolument pas d'accord, ai-je répondu calmement. Elle était au courant pour Eric, et elle t'avait déconseillé de poursuivre. Pourtant, tu l'as trompé, ce qui lui a permis de m'aider sans effort. La véracité de mon récit a allumé une lueur de reconnaissance dans son regard. La tête baissée, son expression portait les marques évidentes du remords. En effet, elle avait discerné mon affection naissante pour Eric et m'avait mis en garde contre le fait de nourrir ses sentiments. Je l'avais assuré. Je lui avais promis que rien ne se passerait. Pourtant, sa réponse était décourageante. Tu prétends courtiser Evie. L'observais-tu habituellement? Fréquentes-tu toutes mes connaissances de cette façon? A-t-elle demandé directement. Pour ma part, une telle idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Et certainement pas avec une amie à toi. Si tu n'avais pas été infidèle, comme tu l'as toi-même qualifié, ai-je fait remarquer. La vraie question, Machie, c'est pourquoi n'ai-je pas été à la hauteur pour toi? Ai-je fait quelque chose de mal? C'est vraiment le seul aspect que je désire comprendre, ai-je exprimé. Je suppose que ce n'est pas la seule chose que tu cherches à éclaircir. Néanmoins, ce n'est pas de ta faute, Roger. En d'autres termes, c'était simplement agréable. L'intimité peut effectivement être agréable, n'est-ce pas? Eh bien, j'aspirais à éprouver du plaisir avec quelqu'un d'autre que toi, en plus de toi, mais je savais que tu ne le sanctionnerais pas. Peut-être étais-je indulgente, mais comme nous envisagions de fonder une famille bientôt, j'ai commencé à penser que je désirais m'adonner à l'intimité avec un autre individu avant de devenir parent. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été avec quelqu'un d'autre, et j'étais consciente qu'une fois que nous aurions des enfants, ce serait encore plus longtemps avant que je puisse explorer quelqu'un de nouveau. Je ne t'aurais jamais trompé après avoir eu des enfants. Mais tu as cru qu'il était permis de me tromper avant d'avoir des enfants? Quel genre de raisonnement absurde est-ce là? Ai-je demandé. Je suppose que c'était un peu égoïste, a-t-elle murmuré doucement. Je le regrette. Je n'ai jamais eu l'intention de te causer de la souffrance. Comment peux-tu affirmer cela? Ai-je demandé. Tu savais que ça me bouleverserait si jamais je découvrais. C'est précisément pour cela que j'ai tout fait pour que tu ne découvres pas, a-t-elle déclaré solennellement. Je ne veux pas te perdre. Nous avons tourné autour du pot pendant plusieurs longs moments avant que je n'articule enfin pourquoi lui. Je veux dire,
je vous ai vus tous les deux dans un acte intime et je sais que ce n'est pas parce qu'il ressemble à un colossal Adonis sculpté comme une divinité grecque. Alors pourquoi lui? Machi? Eh bien, il est plutôt attirant et nos personnalités se sont accordées. Il est spirituel et drôle. Mon visage est resté impassible. Nous avons prononcé des vœux, Machi. Ces engagements ne signifiaient rien pour toi? Éclaire-moi concernant ces vœux. D'accord. D'accord. Je vais cesser de le voir. Pour l'amour du ciel, Roger, nous n'avons pas besoin de dissoudre notre mariage. Elle sanglotait doucement. Sérieusement? Tu crois qu'une tiède excuse et une promesse de ne pas récidiver suffisent? Tu as violé les vœux que tu m'as faits. Tu m'as trahi. Tu as aussi rompu tes vœux. As-tu oublié de compromettre ton intégrité en fréquentant d'autres femmes? A-t-elle rétorqué triomphalement. Je n'étais pas préoccupé par l'éthique, ai-je répondu froidement. Tu as commis un adultère. Et à l'instant où tu l'as fait, tu as annulé ces vœux et m'as déchargé de mes devoirs, ai-je déclaré résolument. Oh non, tu ne peux pas adopter 2 poids, 2 mesures. L'infidélité est équivalente. Nous y avons tous les deux participé. Alors, permettons-nous de recommencer à nouveau, a-t-elle suggéré. Cela ne se produira pas. Je n'aurai plus jamais la capacité de te faire confiance. Tu as entamé une relation avec un autre individu et tu l'as fréquenté pendant des mois juste pour ton amusement personnel. À l'avenir, quand je chercherai une autre femme, ce sera quelqu'un qui révère ses vœux autant que je révère les miens. Quelqu'un qui m'adore autant que je l'adore. Cet individu sera celui avec qui je fonderai une famille. Elle a gémi audiblement, se tortillant mal à l'aise. Des larmes coulaient sur ses joues. Il était simplement agréable. Il n'y avait pas le genre de dévotion entre nous que toi et moi possédons, a-t-elle déclaré. Le genre de dévotion que nous partagions autrefois. J'ai corrigé son emploi du temps présent. Cela existait autrefois. Évidemment, ta dévotion envers moi n'est pas aussi profonde que tu le perçois, parce que si c'était le cas, tu ne te serais pas adonné à l'infidélité pendant des mois. Des mois, Machi. Et ça ne représente pas l'amour dans ma perception, ai-je affirmé. Elle était assise à la table, sanglotant, avec les papiers du divorce étalés devant elle quand je suis entré le lendemain soir. Nous pouvons surmonter ça, Roger. Je suis sûr que nous pouvons. Tu n'as pas besoin de réagir avec une telle extrémité, a-t-elle sangloté. Tu m'as trahi pendant des mois. Ce n'est guère une réaction excessive. Pourquoi ne peux-tu pas voir la vérité palpable? Ai-je demandé. Dans les 30 minutes qui ont suivi, elle a présenté ses excuses environ 14 fois. Il était évident qu'elle regrettait ses actes, mais il était indéniablement trop tard pour défaire ce qui avait été fait. Les regrets ne pouvaient plus rien changer dès lors qu'on avait partagé l'intimité de cet homme, dès la première fois. Tu étais pleinement consciente des conséquences, et pourtant tu as persisté, lui ai-je fait remarquer. Il est clair que ton désir pour lui l'emportait sur ton engagement à préserver notre mariage. Parfois, Machi, des excuses ne suffisent pas. C'était précisément le cas. Ses parents ont tenté de plaider sa cause, mais malgré mes bonnes relations avec Jerry et Pat, je ne pouvais pas ignorer la trahison que leur fille m'avait infligée. Mais vous avez tous les deux été infidèles. Pourquoi ne peux-tu pas lui pardonner et tenter un nouveau départ? Cherchez l'aide d'un conseiller et donnez-vous une autre chance, a proposé mon beau-père. Techniquement, nous avions tous les deux fauté. Cependant, je n'aurais jamais envisagé l'infidélité si Machi n'avait pas eu une liaison avec Eric Johnston pendant des mois avant que je ne le découvre. Franchement, je suis tombé sur eux dans la situation la plus explicite imaginable. Vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse de les voir ensemble. Honnêtement, je me félicite de m'être retenu de réagir violemment envers eux, dans mon propre lit. Mon acte d'infidélité faisait partie d'un plan de vengeance calculé. Je voulais qu'elle endure la même angoisse que j'ai ressentie, ai-je déclaré résolument. Ses parents ont tressailli lorsque j'ai raconté le moment où j'ai surpris Machi en flagrant délit, signe qu'elle ne leur avait pas révélé toute la vérité sur la dissolution de notre relation. Elle a omis de mentionner que tu l'as découverte en flagrant délit, a remarqué Jerry. Alors, insinuez-vous qu'il y a probablement plus à cette histoire que ce que nous savons? J'ai acquiescé solennellement, estimant inutile d'en dire davantage. Nous sommes désolés, Roger. Nous n'étions pas au courant de toute la situation, ont-ils exprimé. Quoi qu'il en soit, percevez-vous une quelconque possibilité de réconciliation entre vous deux? Vous formiez un couple si merveilleux, a ajouté ma belle-mère.
Je pensais aussi que nous étions formidables ensemble, maman. Je ne l'ai jamais remis en question jusqu'à un soir où je suis rentré de voyage à l'improviste. Peut-être devrais-tu partager ton point de vue sur la question, mon fils, a-t-elle suggéré. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses que nous ignorons. Comment appelle-t-on ça? Un mensonge par omission? A demandé mon beau-père. Elle n'aurait pas eu besoin de cacher quoi que ce soit si elle avait été satisfaite de ce qu'elle possédait, ai-je répondu. Je ne serai plus jamais capable de lui faire confiance, ai-je affirmé. À chaque fois que je voyage, d'ailleurs, à chaque fois que je sors de la maison, je redouterais qu'elle me soit infidèle une fois de plus. Nous n'étions mariés que depuis 5 ans. Combien de temps cela aurait-il pu durer si je ne l'avais pas découvert? Quand cela a-t-il commencé exactement? Nous vivions dans un état sans divorce pour faute. Les maigres biens que nous partagions ont été divisés équitablement. Naturellement, elle a sollicité l'aide d'un conseiller conjugal. Le juge a ordonné 6 séances de thérapie, avec la possibilité de 6 séances supplémentaires si le thérapeute jugeait une réconciliation probable. J'étais furieux, mais ce n'était pas ma décision. Pendant la majorité des séances, je suis resté silencieux, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Après les 2 premières séances, au cours desquelles j'étais engagé mais surtout silencieux, le conseiller m'a demandé si j'étais intéressé par une réconciliation. Non, parce que je ne serais plus jamais capable de lui faire confiance. Je n'étais pas destiné à endurer ce mode de vie, ai-je déclaré. La conseillère, une femme corpulente d'une 50aine d'années à l'allure abordable, a acquiescé en silence sans répondre verbalement. Elle a consacré une part considérable du temps à aider doucement Machi à accepter les dommages irrévocables causés à notre confiance. J'ai admiré ses efforts, même si j'ai reconnu que ma femme n'était pas entièrement d'accord avec les idées de la conseillère. Notre conseillère a rejeté la demande de Machi de prolonger les séances à 12. Elle m'a exprimé sa gratitude pour avoir au moins gardé une attitude civile et permis aux séances de se poursuivre. Pendant que ces événements se déroulaient, mon lien avec Evie se renforçait. Nous avons commencé à sortir ensemble de manière conventionnelle et avons maintenu notre relation intime. Elle a révélé que quelques connaissances communes, des femmes qu'elle et Machi connaissaient toutes les deux, l'accusaient de m'avoir volé à Machi. Evie a rétorqué avec force, arguant qu'elle ne m'avait pas volé. Machi avait initié la rupture en commettant l'infidélité, me permettant de partir de mon plein gré. Cette révélation laissait souvent les gens stupéfaits. Apparemment, aucun des amis de Machi n'était au courant de son infidélité. Je pouvais trouver un certain réconfort en sachant qu'au moins, elle avait été discrète. Evie et moi avions peut-être initialement commencé avec l'objectif de nous venger de Machi, mais à chaque fois que nous étions ensemble, nous nous sommes retrouvés à tisser un lien émotionnel plus profond. Elle s'est transformée en l'âme sœur que Machi avait été autrefois. Je me suis retrouvé tiraillé entre des sentiments sincères pour cette femme et une peur persistante qu'elle ne me trahisse un jour de la même manière que Machi l'avait fait. Evie, elle-même divorcée, affirmait comprendre mon trouble intérieur et me recommanda de consulter un thérapeute. J'avais justement la personne qu'il me fallait. Le docteur Sylvia Ellis fut quelque peu surprise de recevoir de mes nouvelles environ 6 mois après la finalisation de mon divorce. Elle fut encore plus étonnée lorsque je lui confiai mon désir d'explorer mes émotions post-divorce. Elle était déjà au courant du rôle d'Evie dans mon plan de vengeance et de la manière dont Machi la tenait en partie responsable de notre rupture. Pourtant, elle était assez perspicace pour comprendre que Machi était seule responsable de mes réactions. J'ai demandé au docteur Ellis si elle pensait que ma relation avec Evie était un simple pansement, et elle a mûrement réfléchi à la question. Finalement, elle a conclu que, à tout le moins, je devais maintenir le lien avec Evie. Je sais que cela vous semble prématuré, et vous craignez peut-être de ne l'utiliser que comme un mécanisme de guérison, a remarqué le docteur Ellis. Mais si c'était la bonne personne et que vous la rejetiez simplement parce que le timing vous semble inapproprié? L'amour ne respecte pas de chronologie stricte. Ce serait une erreur de ne pas vous engager pleinement. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour comprendre la situation. Ensuite, prenez la décision la plus éclairée possible. Et la décision la plus éclairée que j'ai prise a été qu'Evie était précisément la personne dont mon cœur avait besoin pour guérir. Tout ce que je pouvais faire, c'était espérer que son cœur résonnait de la même manière. Nous étions là, enlacés, nous étreignant et nous embrassant après une nouvelle et incroyable étreinte. Dès le début, elle avait parfaitement saisi ma perception de la connexion. Alors, que dirais-tu d'approfondir ce lien, ai-je proposé. Pour les 50 prochaines années, environ. La prochaine fois que nous nous installerons quelque part en tant que monsieur et madame Roger Finderson,
faisons en sorte que ce soit authentique. J'ai fouillé dans le tiroir de la table de chevet et lui ai présenté un petit écrin noir. Oui, je chérirai ton cœur pour le reste de ma vie, a-t-elle répondu, les yeux remplis de larmes, en glissant la bague à son doigt. Elle avait tout compris. 2 ans après notre mariage, Evie et moi avons eu un fils. 2 ans plus tard, nous avons eu une fille. La vie était merveilleuse, et elle ne cessait de s'améliorer. Nous avons perdu le contact avec Machi après son déménagement en Californie. Environ 5 ans après notre divorce, elle était toujours célibataire. Et d'après ce que nous avions entendu, elle espérait qu'un changement d'environnement améliorerait ses chances de trouver une relation durable. Bien que je ne puisse jamais pardonner à Machi de m'avoir trompé, au moins elle n'avait pas menti sur une chose, son aventure avec Eric était une passion brute, totalement dépourvue d'amour. Lorsque Machi a tenté de persuader Eric de continuer leur liaison après notre divorce, il a rompu leur relation. C'est une amie d'Evie qui nous a raconté, « Tu es génial au lit, chérie, mais je ne suis pas sur le point de devenir ton prochain mari », avait dit Eric à Machi. Plus tard, j'ai appris qu'une fois que je ne faisais plus partie de sa vie, les hommes divorcés célibataires du cercle de Machi faisaient pratiquement la queue pour sortir avec elle. Je suppose que « sortir » serait un euphémisme. J'ai reconnu la plupart des hommes qui la courtisaient, et leur intérêt était purement sexuel. Comme Machi s'en est ensuite plainte à son amie, qui se trouvait également être une amie d'Evie, elle fréquentait un homme juste assez longtemps pour quelques rencontres sexuelles avant qu'il ne commence à l'éviter. L'un d'eux a déclaré avec franchise, « Tu es génial au lit, chérie, mais tout le monde sait que tu es une adultère trompeuse. » 2 ans plus tard, Machi a décidé qu'elle devait chercher de nouveaux hommes, des personnes qui n'avaient pas entendu parler de son premier mariage. Elle a déclaré qu'elle devait échapper à ce qu'elle appelait le « cycle adultérin ». Comme Evie l'a découvert plus tard, Machi a accepté d'être mutée dans une succursale de son entreprise située à plusieurs États de là.